de la littérature au monde, et c'est ainsi un honneur pour Sofitel d'y être associée depuis 2011, Catherine. Donc ça fait quand même quelques... Voilà, excuse-moi. Voilà, tout à fait, j'étais mal élevé. Depuis cette date, ce prix a consacré chaque année un roman et un essai publié à l'étranger et traduit en français, et ce, grâce au soutien d'un jury d'exception. Ambassadeur de l'élégance française à l'international, Sofitel a établi un lien authentique et légitime avec le monde de la littérature. Aujourd'hui, l'ambition de Sofitel se porte sur la poursuite du développement du pilier de la culture, l'un des socles fondateurs de notre marque. En effet, Sofitel célèbre depuis plus de 50 années de succès et de liens avec la culture, marqués par l'organisation de multiples événements, et on a ici présente une personne qui m'est chère et qui a été aussi à l'origine, qui est Dominique Collier. Je pense que aussi on peut la remercier aussi pour tout ce qui a pu être fait et l'applaudir très chaleureusement. C'est pas dans le discours, mais en tout cas, ma chère Dominique, tu sais l'amitié que j'ai à ton égard, et ça vient sincèrement du cœur. Les escales littéraires, Dominique, les cafés littéraires, ou encore le prix littéraire Sofitel Casablanca Tour Blanche, le prix de l'escale littéraire Sofitel d'Alger en sont de parfaites illustrations. Ce soir, Sofitel confirme à nouveau sa volonté de faire connaître et de mettre à l'honneur les cultures du monde, tout en reliant les cultures locales à celles de la France. Je vous souhaite une très belle soirée. Je passe maintenant le micro à ma chère Catherine. Juste pour remercier, merci à nouveau de cet accueil. Oui, la 6e édition quand même, ici, très précisément. Merci de nous recevoir, merci aux équipes qui se mobilisent. Je pense à la fois évidemment à l'accueil, mais je pense aussi aux équipes qui nous aident à la communication, qui sont quelque part et qui permettent ce rayonnement. Parce que, il faut bien le dire, que c'est quand même une sacrée ambition. Le prix du meilleur livre étranger, c'est quand même quelque chose. Alors, ça veut dire aussi concrètement que nous recevons toute l'année, depuis le début de l'année d'ailleurs, les ouvrages de tous les continents, aussi bien les romans, les essais. Alors, bien évidemment, de nombreuses concertations, de nombreuses réunions, et bien évidemment, on imagine la difficulté du choix des lauréats chaque année. Il est à noter, rappelez-vous, l'année dernière, nous avions, tout à fait exceptionnellement, 2 femmes. Vous vous souvenez? Et cette année, ne pas oublier, et cette année, nous avons la chance d'avoir 2 lauréats qui viennent également, d'ailleurs, de très loin. L'un vient pratiquement du bout des États-Unis, juste pour nous. Et puis là, vient de Grande-Bretagne, et nous allons en parler très très vite. En tout cas, un grand merci, parce que c'est vraiment l'idée est de permettre ce rayonnement, la pérennité de ce prix, permettre de se retrouver. Je reconnais des visages familiers, donc je sais que vous êtes fidèles à ce rendez-vous pour honorer justement nos 2 lauréats. Alors, tout de suite, je vais laisser la parole à la secrétaire de ce prix, Anne Frayeur, qui va prendre tout de suite la parole. Je voudrais excuser tout de suite Manuel Carcassonne, qui est empêché ce soir, et puis saluer, avant de laisser le micro, je vais saluer le jury, prestigieux jury. Alors, Alexis Desbarres, Christine Jordis, bonjour monsieur, vous avez pu être là quand même, Gérard de Cortange, Joël, merci aussi, chaque année, la présence quand même, hein. Quelle fidélité. Nathalie Chrome, oh ben, qui se cache? Joël Ostel et Daniel Arsan. Voilà. Est-ce que tu veux bien nous dire c'est tout plein? Alors, pour le moment, ça va. Pour la lecture, peut-être. Je suis là. Bonsoir tous. Encore une fois, nous nous réjouissons d'être accueillis pour la 6e fois consécutive dans ce lieu très beau. Je tiens toutefois à rappeler que le prix du meilleur livre étranger a été fondé par un groupe informel d'éditeurs et de critiques littéraires en 1948. En effet, ceux-ci se sont un peu étonnés qu'aucun prix ne soit décerné à une œuvre traduite, aussi bien de fiction que de non-fiction, et donc ils se sont érigés en un jury, et chaque année, ils ont décerné des prix dont la liste est très étonnante, parce qu'un certain nombre d'auteurs étaient nobelisés par la suite, donc ils ont eu quand même un certain flair. Alors cette année, comme Catherine l'a dit très justement, nous recevons beaucoup de livres excellents,
Mais là, nous en avons eu 2 qui ont vraiment été exceptionnels. Et quand je dis exceptionnel, c'est un mot que je ne veux pas galvauder, nous ne l'employons pas très souvent. Nous avons décerné le prix du roman à monsieur Viet Thanh Nguyen pour son livre Le Sympathisant. Et nous avons également décerné le prix de l'essai à monsieur Philippe Sands, Retour à Lemberg. Alors, je ne veux pas vous fatiguer trop. On peut déjà applaudir. Je respecte le fait que... Je ne veux pas être trop longue parce que vous êtes debout, c'est très fatigant de rester debout et que vous serez ravis de savourer une coupe de champagne. Mais je voudrais dire que le livre de Viet Thanh Nguyen, j'ai toujours peur de l'écorcher un peu, traduit par Clément Lebon, est absolument incroyable, sidérant. C'est un livre, au fond, qui est dû à un jeune auteur qui est arrivé à l'âge de 4 ans aux États-Unis, en provenance du Vietnam, sans doute après la chute de Saigon, ou enfin non, un peu plus tard, et qui nous écrit le grand livre sur le peuple vietnamien. Mais il s'y prend de façon, encore une fois, extrêmement surprenante, parce qu'il campe un narrateur qui est un agent double, qui est un homme dont la personnalité est en quelque sorte divisée, qui ne sait plus très bien où il en est, et pour rendre la narration encore plus plausible sur un peu la dislocation du personnage, il alterne entre le roman policier, la confession, et vraiment le roman extraordinairement moderne, contemporain, pour nous faire quelque chose d'absolument sidérant. Donc je voudrais, comme une de nos amies et jurées a fort bien écrit sur ce livre dans Télérama, je voudrais avec plaisir. Je voudrais lire elle en a parlé beaucoup mieux que moi. Je voudrais lire dans l'autre sens. Vous voulez que je vous aide? On est tous là au bout d'un moment. Viet Thanh Nguyen ménage à son intrigue captivante une sorte de double fond méditatif, un espace dense dans lequel se déploie une réflexion morale sur l'engagement idéologique, la légitimité de la violence, l'impossible innocence, qui exauce sans cesse cet impressionnant sympathisant vers le roman philosophique et existentialiste, pas loin de Graham Greene, plus proche encore peut-être de Camus. Merci. Je vais maintenant évoquer le retour à Lemberg de Philippe Sands. Philippe Sands est un juriste international renommé, spécialisé dans la défense des droits de l'homme. Et il nous livre là aussi un livre absolument stupéfiant, qui est un peu, semble-t-il au départ, un peu le fruit d'un hasard. En effet, Philippe Sands est invité en 2010 à faire une conférence dans la ville de Lemberg, enfin ex-ville de Lemberg, excusez-moi, qui s'appelle Lvov, enfin Lviv, qui est en Ukraine maintenant, mais qui a été une ville de Galicie dans l'Empire austro-hongrois, qui a été occupée par les soviétiques, ensuite par les nazis, et qui était un centre à la croisée des cultures, avec une forte communauté extrêmement cultivée de juifs. Philippe Sands décide, au fond, de faire une biographie croisée de 4 personnalités qui ont pour dénominateur commun ce lieu de Lemberg. Il y a avant tout le grand-père Léo Buchholz, le grand-père maternel de Philippe Sands, qui est né à
à Lemberg et qui a subi bien sûr les aléas d'un juif, de personnalité juive, pourchassé, changeant de pays à plusieurs reprises, allant à Vienne, venant à Paris. Et c'est un portrait extraordinairement émouvant, parce que Philippe Sands l'a évidemment beaucoup côtoyé. C'est un personnage aussi un peu énigmatique, un peu silencieux, ne parlant pas facilement du passé. Donc ça, c'est pour cette partie de l'histoire intime est passionnante. Et se mêle aussi la grande histoire, parce que deux éminents juristes d'origine juive polonaise qui ont étudié et enseigné à Lemberg étaient des artisans de ce qui va s'appeler les crimes contre la notion de crime contre l'humanité et du génocide. Hersch Lauterpacht a joué un rôle déterminant dans la préparation et dans le concept de cette notion, dans ce concept des crimes contre l'humanité pour les préparations des procès de Nuremberg. Quant à Raphaël Lemkin, il a forgé le mot de génocide. Et ce qui est très intéressant dans le livre de Philippe Sands, c'est qu'ensuite, pour nous sommes totalement habitués à ces notions dans notre époque actuelle, mais il montre bien comment ces deux concepts n'ont pas été aussi bien acceptés, aussi facilement acceptés. Et puis il évoque un autre personnage beaucoup plus sinistre, qui est Hans Frank, le bourreau de la Pologne, qui a, dans ce lieu, annoncé, au fond, la mise en pratique de la solution finale. Et bien évidemment, vous vous doutez que toutes ces trois familles, Buchholz, Lauterpacht et Lemkin, ont été quasiment décimées, bien sûr, dans le cadre de la Shoah. Donc voilà un livre que je trouve sublime, que je recommande vraiment à tous. Je l'ai vraiment effleuré, il y a beaucoup à dire. Et voilà, bon. Merci. Your translator, please. Thank you. 20 years ago, I began a short story collection. If I had known that it would take me 17 years to finish that collection, and another 3 years to publish it, perhaps I never would have even begun. In my naivete, I told myself that it would just take a couple of years to finish that short story collection, and then it would be sold and published, and I would be famous. I vaguely knew, but didn't really understand, how much writing would demand from me, how much it would dismantle me, much to my own grief, but ultimately for my own betterment as a writer. Il y a 20 ans de cela, j'ai commencé à écrire un recueil de nouvelles. Si j'avais su qu'il me faudrait 17 ans pour en venir à bout et 3 de plus pour le publier, je ne l'aurais peut-être jamais commencé. Dans ma naïveté, je me disais que je terminerais ces nouvelles d'ici 2 ans, qu'ensuite elles seraient achetées et publiées, que je gagnerais des prix et que je deviendrais célèbre. Je savais vaguement, mais sans tout à fait comprendre, combien l'écriture exigerait de moi, à quel point elle me détruirait, à ma grande tristesse, mais au bout du compte, à mon plus grand profit d'écrivain. I learned about grief as I worked on that damned short story collection. I did not know what I was doing, and what I also did not know, facing my computer and a white wall, slowly turning pale, was that I was becoming a writer. Becoming a writer was partly a matter of acquiring technique, but it was, just as importantly, a matter of the spirit and a habit of the mind. It was a willingness to sit in that chair for thousands of hours, receiving only occasional and minor recognition, enduring the grief of writing, in the belief that somehow, despite my ignorance, something transformative was taking place. J'ai appris ce qu'était la tristesse en travaillant à ce satané recueil de nouvelles. Je ne savais pas ce que je faisais. Je ne savais pas, alors que je pâlissais doucement devant mon écran d'ordinateur et mon mur blanc, que j'étais en train de devenir un écrivain. C'était en partie une affaire de technique à maîtriser, mais c'était tout autant une affaire d'âme et une habitude de l'esprit.
C'était accepter de m'asseoir sur cette chaise pendant des milliers d'heures, recevoir quelques maigres louanges de temps en temps, endurer la tristesse d'écrire en restant convaincu que malgré tout, malgré mon ignorance, quelque chose d'important se produisait. It was an act of faith. Faith would not be faith if it was not hard, if it was not a test of believing in something that can neither be predicted nor proven by any scientific metric, something that may ultimately be useless. C'était un acte de foi. La foi ne serait pas la foi si elle n'était pas intraitable, si elle n'éprouvait pas notre croyance en quelque chose, qui ne peut être ni prédit, ni prouvé par un quelconque indicateur scientifique, quelque chose qui peut fort bien se révéler inutile. I've told this story about my ignorance and my naivete, of my struggles and my doubts, because most readers are only aware of the final product of a writer's efforts. That final product, the book, appears brimming with confidence and knowledge. Confidence and knowledge and the metrics of evaluation and advancement that saturate our lives in schools, corporations, and bureaucracies obscure the mysterious, intuitive, and slow, sometimes very slow, ways in which art often operates. Much of what is crucial in art, or any work that matters to us, no matter what our field, can neither be quantified nor accelerated. Si je parle de mon ignorance et de ma naïveté, de mes combats et de mes doutes, c'est que la plupart des lecteurs ne connaissent que le résultat final des efforts d'un écrivain. Ce résultat final, le livre, semble déborder d'assurance et de connaissance. L'assurance et la connaissance, la mesure de l'évaluation et de la progression, l'assurance et la connaissance, la mesure de l'évaluation et de la progression qui saturent notre vie dans les universités, les entreprises et les bureaucraties. Tout cela éclipse les procédés mystérieux, intuitifs et lents, parfois très lents, par lesquels l'art souvent opère. L'essentiel de ce qui est crucial dans l'art ou dans tout travail qui nous importe, quel que soit le domaine, ne peut être ni quantifié ni accéléré. What is valuable about my world of the arts and the humanities is that they create spaces for this type of slow and perhaps useless thinking. By this I mean that we value the arts and humanities not simply for the material possibilities and rewards they may bring, like literary prizes. Rather, we should value the arts and humanities for their privileging of the mystery and intuition that makes moments of revelation and innovation possible. I think of the novelist Haruki Murakami, who compares writing a novel to digging a hole through deep rock to reach a source of water. To access mystery and intuition requires hard work and is a gamble, for there's no guarantee that we will find that source of water. Le plus précieux dans ces mondes des arts et des humanités qui sont les miens est qu'il laisse justement la place à ce type de réflexion lente et peut-être inutile. Et par là, j'entends que si nous aimons les arts et les humanités, ce n'est pas seulement pour les possibilités et les récompenses matérielles qu'ils peuvent nous donner, par exemple des prix littéraires. Non, nous devons les chérir parce qu'ils privilégient le mystère et l'intuition qui rendent possibles les moments de révélation et d'innovation. Je pense au romancier Haruki Murakami, pour qui écrire un roman est comme creuser un trou dans la roche épaisse afin d'atteindre une source. Accéder au mystère et à l'intuition exige beaucoup de travail. C'est aussi un pari, car rien ne garantit que nous trouverons cette source. Of course, I was lucky and found that source of water with The Sympathizer. The novel's journey out of obscurity began with winning the Pulitzer Prize. But the novel might as well just not have gotten it, might have stayed in obscurity because it lacked a prize, even if nothing in the novel was any different for having gotten a prize. The novel's good fortune only changes how people look at the novel, not the novel itself. I think of all the other novels that might have won that prize, or Le Prix de Meilleur Livre Étranger, or all the novels that didn't win prizes that could have or should have won prizes. Some of those unrecognized novels, as time will show, will be triumphant in literary history. The point is that prizes and all that they symbolize in terms of our taste, our judgment,
our vanity, and our prejudices are ephemeral. What we are ignorant of in the present may be what the future will value. Bien sûr, j'ai eu de la chance et j'ai trouvé cette source avec le sympathisant. Son voyage hors de l'obscurité a commencé par l'obtention du prix Pulitzer. Mais mon roman aurait très bien pu ne pas l'obtenir et rester dans l'obscurité parce qu'il lui manquait un prix. Même si d'avoir eu ce prix n'a rien changé au livre. Sa bonne fortune modifie le regard que lui portent les gens et non le roman en tant que tel. Je pense à tous les autres romans qui auraient pu l'obtenir, ce prix ou celui du meilleur livre étranger, ou à tous ceux qui n'ont pas eu de prix, à d'autres époques, et qui auraient dû ou pu en obtenir. Certains de ces romans mésestimés, le temps le montrera, triompheront dans l'histoire de la littérature. Bref, les prix, et tout ce qu'ils symbolisent eu égard à notre goût, notre jugement, notre vanité et nos préjugés, sont éphémères. Ce que nous négligeons aujourd'hui, l'avenir peut-être le chérira. Knowledge of this kind of ignorance leads to humility and also to the awareness that what may seem useless, because it is not rewarded and recognized, might one day be of the greatest usefulness. I thank Sofitel and the prize jury for their work in recognizing what is useful enough to be given a prize, but also for encouraging, in general, the uselessness of writing. 20 years ago, I took a risk in writing fiction, a risk that many people might think is useless. Perhaps my own parents thought so. They were refugee shopkeepers who never went to college and who worked 12 to 14-hour days nearly every day of the year. But to my parents' credit, they suppressed any skepticism. They were as ignorant as I was about the future, but they had faith in me. Perhaps that is all that writers want as they begin their journeys. Faith from others as they go in search of the mystery and intuition that exists within all of us. Thank you. Reconnaître cette ignorance-là incite à l'humilité et à la prise de conscience. Ce qui paraît inutile, car non récompensé et non reconnu, se révélera peut-être un jour des plus utiles. Je remercie Sofitel et le jury de contribuer à la reconnaissance de ce qui est utile pour recevoir un prix, mais aussi d'encourager de manière générale l'inutilité de l'écriture. Il y a 20 ans de ça, j'ai pris un risque en écrivant de la fiction, entreprise que beaucoup de gens peuvent juger inutile, à commencer sans doute par mes propres parents, commerçants réfugiés qui n'ont pas fait d'études et ont travaillé plus de 12 à 14 heures par jour presque tous les jours. Mais à leur crédit, ils ont ravalé leur scepticisme. Ils étaient aussi ignorants que moi de mon avenir, mais ils avaient foi en moi. Peut-être est-ce là tout ce que veulent les écrivains au début de leur voyage, que les autres aient foi en eux quand ils partent en quête du mystère et de l'intuition qui existe en chacun de nous. Merci. Merci à vous, merci à nos lauréats d'avoir traversé comme ça. Je vais redonner la parole, mais merci d'avoir traversé comme ça les mers pour venir jusqu'à nous. Vous vouliez peut-être nous dire quelques mots? Bonsoir à tous. Merci au jury. Merci à Sofitel. Je suis ravi et très honoré d'être ici avec vous ce soir pour ce prix du meilleur livre étranger. Et bien sûr, moi je ne suis pas totalement étranger à Paris. J'ai une mère française, j'ai un grand-père qui est devenu parisien en 1939. C'est vrai que j'habite à Londres, mais pour des raisons familiales, pour vous qui ont lu ce livre, vous allez comprendre que c'est un moment d'être parmi vous ce soir ici à Paris, dans ce lieu qui est très touchant pour moi au niveau personnel. C'est un livre, comme a été décrit, qui a commencé par accident en 2010, quand j'ai reçu cette invitation, et qui a ouvert une porte, et après d'autres portes, et après encore beaucoup de portes, complètement inattendues. J'ai fini par écrire un livre, un essai, qui touche sur le mémoire, le silence, l'identité, et l'histoire de 4 hommes, 2 crimes et une ville. C'est une histoire qui dure à peu près 30 ans.
qui passe sur certaines périodes. Et c'est un livre qui est plein de détails. Et c'est un livre qui est écrit par un écrivain qui est universitaire, comme moi, qui est aussi avocat et qui plaide devant les cours et tribunaux internationaux, et qui a appris que c'est souvent par les plus petits détails qu'on apprend les plus grandes vérités de la vie. Et c'est un livre qui suit cette idée que par la voie de ces détails, on peut mieux se comprendre. C'est vraiment un livre qui touche sur l'identité. Qui sommes-nous tous? La différence entre crime contre l'humanité évoqué par le président de France hier, en parlant de la Libye, c'est que crime contre l'humanité est une idée qui protège nous tous parce que nous sommes des individus. L'idée du crime de génocide, c'est l'idée qu'on a le droit d'être protégé, pas parce que nous sommes des individus, mais parce que nous sommes membres d'un groupe qui a droit à être protégé. Et l'histoire de ce livre, les tensions de ce livre et les tensions entre ces deux idées fondamentales qui posent la question qui est-ce que je suis? Est-ce que je suis anglais? Est-ce que je suis français? Est-ce que je suis X? Est-ce que je suis Y? Et comment est-ce que le droit peut me protéger? Le livre est paru en Angleterre en mai 2016. J'imaginais que ce serait un livre, comme presque tous les livres que j'ai écrits, il y aura 1 ou 2 mois d'intérêt, et après ça disparaîtra, et je continue avec mon travail quotidien. Ça n'a pas du tout été comme ça avec ce livre. Et là, 18 mois plus tard, je me trouve ici à Paris, et avec des éditions qui vont paraître dans au moins une vingtaine de langues dans l'année qui vient. Évidemment, le livre, pour des raisons que je n'avais pas bien compris en écrivant, a touché plein de personnes un peu partout dans le monde. Mais de toutes les éditions qui ont déjà paru ou qui vont paraître, c'est clair que pour moi, l'édition française a une importance exceptionnelle pour, comme j'ai déjà évoqué, des raisons de famille. Je venais quand j'étais petit garçon très souvent à Paris, comme je l'ai évoqué dans le livre. J'ai passé des nuits aux rues de Maubeuge, à côté de Gare du Nord. Alors je connais très bien cette ville, mais ce que je ne connaissais pas, c'était le trajet qu'avaient pris mon grand-père et ma grand-mère en arrivant à Paris en 1939 et 1941. Et ce livre est un voyage de découverte, d'une partie pour moi, de découvrir comment est-ce qu'ils sont venus, qu'est-ce qui s'est passé vraiment. Et ça a posé plein de questions et certaines difficultés. Ceux d'entre vous qui ont lu le livre vont comprendre ça. Je tiens à remercier plein de gens qui sont ici ce soir. Surtout, je tiens à remercier Hélène Monsacré et son équipe, vraiment magnifique. Albin Michel, un écrivain, ne peut vraiment pas espérer pour une maison d'édition qui est mieux que votre équipe, Hélène. Vraiment, c'est fantastique. Je tiens à remercier une traductrice vraiment remarquable, exceptionnelle, Astrid von Musekist, comme moi, universitaire à Sciences Po. Comment tu as trouvé le temps de faire ça, je ne comprends pas du tout, mais vraiment, c'est la seule édition en langue étrangère que j'arrive complètement à lire à 100%. Et tu as vraiment capturé ce qui se passait dans ma tête. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup, beaucoup. Je tiens à remercier aussi ma mère, qui est là ce soir, qui est parisienne, Ruth, et aussi ma tante, qui elle aussi est parisienne, et qui est là ce soir. Je tiens à remercier mon amie Amanda Goldsworthy, qui était ma première amie à lire ce livre, et qui m'a dit « oui, je pense que ça marche ». Elle aussi est devenue parisienne. Je tiens à remercier mon ami James, qui est venu de Londres pour être avec nous ce soir. Malheureusement,
la femme de Viatina. Ma femme n'est pas ici ce soir pour une bonne raison. Elle est américaine, et aux États-Unis aujourd'hui, et partout pour les Américains, aujourd'hui c'est le Thanksgiving. Et je peux finir en dire que pour moi c'est un plus grand Thanksgiving imaginable de recevoir ce prix. Vous ne pouvez pas savoir comment c'est important pour moi personnellement et pour ma famille d'être honoré par ce prix du meilleur livre étranger pour quelqu'un qui habite à Londres, mais qui est français. Merci. Merci cher lauréat. Merci à vous, c'est nous qui sommes honorés bien évidemment. Merci de partager ces interrogations, ce qui sommes-nous, ce questionnement à la fois collectif et intime et individuel, et nous repartirons avec ce questionnement. Mais aussi, je crois que je peux vous proposer, parce qu'un certain nombre d'ouvrages sont disponibles, et si vous le souhaitez, nos auteurs, eh bien, vous pourriez peut-être dédicacer. En tout cas, merci aussi à vous tous, merci de votre attention, merci d'être là fidèlement pour honorer notre prix, et puis déjà, eh bien, à la prochaine édition. Merci mille fois. Merci.